très riche parce que c'est pas moins de 8 livres de mémoire que j'ai à vous présenter, donc je démarre immédiatement. Je m'attarde tout d'abord sur une BD qui m'a énormément surprise. Je l'avais choisie totalement par hasard par rapport à la couverture qui m'avait inspirée. Je m'attendais à une BD humoristique. Et oui, j'ai eu de l'humour, mais alors plutôt de l'humour satirique, noir, mais assez exceptionnel. Je n'ai pas du tout aimé le dessin, on va dire, mais ça n'a aucune espèce d'importance parce que le contenu à lui tout seul vaut vraiment de l'or. Et en plus de ça, j'ai commencé à lire quelques informations sur l'auteur sur internet, et son propos c'est que justement elle n'a jamais vraiment appris, elle a décidé de se lancer et de ne pas attendre d'être parfaite pour être bien, et je trouve que c'est une approche qui correspond à mes propres valeurs, donc rien que pour ça j'avais envie de l'encourager en en parlant. Il s'agit de L'origine du monde, écrit donc par Liv Strömquist, qui est donc une auteure d'origine suédoise, si je ne me trompe pas. C'est son deuxième ouvrage, le premier dont je mange un petit peu le nom, donc je vous le mettrai juste en dessous, traite du prince Charles. Il y a une... Il y a une idée de prince Charles dans le titre et ça parle de féminisme. Là aussi, la question tourne autour de la femme et plus précisément du sexe féminin, tel qu'il a été vu, étudié, imaginé, fantasmé par la gente masculine tout au long des âges, des époques, des pays, des continents, tout ce que vous voulez. Et c'est très très drôle, même si au final ça fait mal au cœur parce qu'on se rend compte de l'absurdité et de la connerie humaine dans toute sa splendeur. Par exemple, on découvre que pendant longtemps, la masturbation féminine était considérée comme étant à l'origine des cancers de l'utérus. Voilà. Il est aussi question énormément dans ce livre, et c'est pour ça que je le trouve aussi important, de la notion de genre autour du sexe justement. Et voilà, je peux difficilement vous en dire plus parce que ce serait vous gâcher la surprise. Quand je dis que j'étais un petit peu déçue par le contenu, alors la façon dont c'est mis en présentation, c'est qu'en fait on a une BD qui est assez caricaturale avec finalement beaucoup de textes et des dessins qui moi ne m'ont pas séduit, mais ça encore une fois c'est une question de goût. Elle est surtout en noir et blanc, même s'il y a quelques pages de couleurs selon les thématiques abordées. Mais surtout, c'est très très fourni en termes de contenu, en termes de recherche, d'analyse. C'est vraiment bien quoi. Moi j'ai appris plein de trucs qui m'ont désespérée, hein, disons-le clairement, parce qu'il y a un moment donné où notre sexe serait très bien qu'on lui foute un peu la paix, hein, disons-le. Je l'aurais volontiers fait découvrir dans le cadre d'un swap autour des femmes si je l'avais connu avant, donc si je fais une autre édition ce sera peut-être le cas, mais sincèrement si les sujets qui tournent autour du féminisme, de la condition de la femme, de un petit peu tous ces carcans, ces obligations et toutes ces personnes qui ne nous connaissent pas, qui décident à notre place de comment on fonctionne, ça peut, je pense, vous plaire. Le rêve de Sam de Florence Cadier est un roman jeunesse qui traite de la condition noire aux États-Unis en mêlant assez habilement un récit imaginaire avec des faits réels. Nous suivons donc les aventures de Sam, qui se retrouve être le neveu de Rosa Parks, qui va avoir la chance de rencontrer Martin Luther King et qui décide, après avoir vu sa famille assassinée par le Ku Klux Klan, de devenir juge pour pouvoir améliorer d'un point de vue droit civique la condition des Noirs aux États-Unis. C'est un livre qui est très intéressant parce que il permet de comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue jeunesse, c'est-à-dire qu'on est dans des faits historiques mais qui sont présentés d'une façon romancée, mais avec assez de détails pour qu'on comprenne l'horreur de la situation. Donc je trouve qu'il est accessible pour découvrir cette question. Et moi j'ai passé un bon moment, même si voilà, il y a beaucoup d'épisodes on va dire que je connaissais déjà. On y retrouve donc beaucoup d'événements historiques comme l'épisode, effectivement si je peux dire ça ainsi, de Rosa Parks quand elle a décidé de s'asseoir dans le bus et tout le mouvement qu'il y a eu derrière autour de cet événement. Il y a aussi la fameuse entrée pour la première fois de ces élèves noirs dans un lycée blanc avec également toutes les conséquences que ça a eu. Et la petite chose intéressante aussi, c'est qu'en fait Sam a un frère, et alors que Sam va être intéressé par le mouvement de Martin Luther King, son frère lui va se rapprocher de Malcolm X et des Black Muslims, et ça donne justement cette opposition de comportement et de réaction qu'a eu le peuple noir face aux événements aux États-Unis. Donc pour ça,
Je le conseillerais effectivement à des adolescents ou à de jeunes adultes qui, pour une raison ou pour une autre qui m'effraierait, n'auraient pas entendu parler de cette période-là noire de l'histoire, sans mauvais jeu de mots, pardon. Et voilà, moi je me suis un petit peu ennuyée par moments parce qu'effectivement, comme je connaissais les événements historiques, j'avais un peu l'impression de faire de la redite, mais il faut reconnaître que c'est assez habile d'avoir mélangé, on va dire, imaginaire, romancé et histoire réelle, donc pourquoi pas. Autre roman jeunesse d'un tout autre genre, il s'agit de Everything Everything de Nicolas Yoon, avec lequel j'ai passé un bon moment, même si je pense qu'à terme il ne restera pas dans ma mémoire, voilà. On est dans du roman jeunesse classique tel qu'on peut le voir depuis quelques années, à savoir un adolescent qui est malade, choisissez la maladie que vous voulez, et qui décide malgré tout de braver le danger, qui tombe amoureux d'un autre adolescent, etc. etc. C'est un roman classique dans ce genre-là, mais du coup qui est intéressant parce que pour une fois, nous ne sommes pas face à un cancer. et ça fait du bien parce que moi les cancers et les vampires, voilà, pour citer deux thèmes qui reviennent régulièrement, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc là on est face à une enfant bulle, si je peux résumer comme ça sans trop vous en dire. Et c'est vrai que ce que je reproche à ce livre en fait, c'est que il est à la fois original dans la façon dont il est construit, je vais vous montrer pourquoi, et en même temps j'ai eu un peu l'impression, personnellement, que par moments elle ne faisait que remplir des pages. On a le côté échange de SMS ou retranscription de conversion internet qui maintenant est assez classique dans beaucoup de romans, mais à côté de ça on retrouve aussi des pages, alors je vais essayer de vous en trouver une assez rapidement. On retrouve ce genre de page où on a un pseudo billet, voilà, par exemple qui est imprimé, type billet SNCF ou billet d'avion, peu importe. Et vous avez plusieurs pages, voilà, comme ça. Là, on a l'équivalent d'une commande passée sur internet. Bon, moi, ça m'a un peu saoulée, hein. Au bout d'un moment, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop. Donc, passer le « Ah, bah tiens, c'est original », où je le vois une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas. Au bout d'une dizaine de fois, je me dis « Bon, bah t'es gentil, mais c'était peut-être pas la peine de faire un bouquin de cette épaisseur-là, si au final, il n'y a pas vraiment de contenu. » Donc moi, ça m'a déçue. Encore une fois, ça n'engage que moi. Étant, il y a quelques sujets qui sont assez bien abordés. Je trouve que la façon dont elle décrit les sentiments amoureux est vraiment bien faite, notamment un petit passage sur les papillons dans le bidon. Ça m'a bien plu. Il est aussi question en toile de fond de violence conjugale, mais abordée assez subtilement, donc c'est assez bien amené. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle arrive, je trouve, à bien décrire les sens, les 5 sens, et notamment celui du toucher, puisque on est face à une enfant bulle, donc tout ce qu'elle touche de nouveau, c'est vraiment particulier, et elle a bien réussi à, quand je dis elle depuis le début, je parle de l'auteur, hein, elle a bien réussi, je trouve, à retranscrire ça. Quant à la fin, que je ne vais pas vous dévoiler, je l'ai comprise, ou en tout cas je l'ai imaginée, je me suis dit tiens ça se trouve, voilà, et bah il se trouve que c'était ça. Mais c'est quand même super original, c'est un rebondissement auquel on peut difficilement s'attendre. On peut peut-être potentiellement se dire ouais pourquoi pas, mais je pense que c'est quand même en lien avec le type de lecture que moi j'ai l'habitude de faire, à savoir des témoignages, des autobiographies, etc. Si vous n'êtes pas vraiment dans ce milieu-là en termes de lecture, si je puis dire, je suis pas sûre que vous allez le trouver. Vous me direz si vous l'avez lu, mais c'est quand même bien amené et bien trouvé. Dans tous les cas de figure, mention spéciale pour la couverture qui est splendide. Le dessin, si je ne fais pas d'erreur, a été réalisé par Nicolas Yoon, donc par l'auteur. Et en fait, bon là vous ne le voyez pas en dehors du fait que c'est très coloré, il y a un max de petits détails, donc vous passez déjà un petit peu de temps avec la couverture et moi je l'ai beaucoup aimé aussi pour ça, pour ce côté coloré. C'est vrai que c'est totalement superficiel, hein, disons-le, mais quand une couverture, un petit peu comme la couverture du livre Les Pluies dont je vous ai parlé dans ma chrono la dernière fois, on a force détail. Donc quand vous avez terminé le bouquin et que vous revenez sur la couverture, vous dites ah ouais il y a ça. Et voilà, c'est le genre de truc en tant que lectrice qui m'amuse.
J'évoque très rapidement une BD que j'ai lue qui s'appelle Degli, qui est l'équivalent d'un Plume par exemple, c'est-à-dire qu'on suit les petites aventures d'un petit chien absolument mignon à craquer, une petite bouille d'amour. C'est un blog qui a été transformé du coup en BD. Je n'ai personnellement pas accroché, peut-être parce que je n'ai pas de chien, je ne sais pas, voilà, ça m'a pas fait rire, j'ai trouvé ça assez répétitif. Le dessin du petit chien est absolument choupinou à souhait, je l'aime beaucoup, mais à côté de ça, c'était un livre qui a été très vite, enfin une BD qui a été très vite lue et qui pour ma part sera très vite oubliée, malheureusement ou pas, mais voilà. On continue avec un autre livre que j'ai déjà rendu qui s'appelle Une affaire conjugale, qui lui aussi m'a un petit peu déçue. En fait, c'est l'histoire d'un couple, mais dans sa vision divorce. De par ce biais, c'est quand même original, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, on a plutôt des histoires d'amour que des histoires de divorce quand même dans les romans, hein, faut dire ce qui est. Mais comment vous dire, j'ai été déçue parce que le personnage principal en fait m'a tout simplement insupportée. J'avais envie de la baffer tellement tous les signes avant-coureurs de la manipulation et du pervers étaient présents autour d'elle que ça m'a gonflée. Mais après, je pense que c'est justement ce que l'auteur a voulu dénoncer dans ce livre. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle écrivait, je trouve que c'est fluide, que ça se lit bien, mais le contenu en fait n'était pas pour moi à la hauteur. Il y a toute une partie notamment autour de la garde des enfants, autour des démarches juridiques qui m'ont un petit peu ennuyée. Et à côté de ça, je pense que c'était volontaire de la part de l'auteur de dénoncer certains fonctionnements, notamment au niveau effectivement juridique par rapport au process, etc. Mais elle a eu aussi, par exemple, des propos très durs par rapport aux hommes, et c'est généralisé. Et moi j'ai du mal en fait quand on généralise comme ça une catégorie de personnes, quelle qu'elle soit, et qu'on en fait un peu trop autour de cette catégorie de personnes. Là c'est volontaire j'imagine, mais du coup moi c'est pas ce que j'aime, donc j'y ai pas trouvé mon compte. Cependant, il y a des petites phrases qui sont assez pertinentes et percutantes. Pour vous en citer qu'une, j'ai lu à un moment donné « Le foyer porte bien son nom, le foyer peut s'embraser ». Il y a plein de petites phrases comme ça en symbolique ou en métaphore que j'ai trouvé bien amenées et qui permettent de réfléchir un petit peu. Et voilà, c'est pour ça que peut-être que je lirai d'autres choses de cet auteur pour voir si là c'était vraiment la thématique qui m'a pas convenu ou si elle a ce style un petit peu insistant dans tous ses romans. Je retiens toutefois en point positif l'importance, l'impact des réseaux sociaux sur une relation, quelle qu'elle soit, et également le côtoiement presque fusionnel de l'amour et de la haine. Moi je trouve ça très intéressant d'un point de vue sociologique de se demander comment on peut se mettre à haïr quelqu'un qu'on a tant aimé. Autre sujet abordé mais qui moi ne m'a pas forcément touchée puisque je n'ai pas d'enfant, c'est la notion du sacrifice autour effectivement des enfants qui sont toujours un petit peu au milieu en mode je ne divorce pas parce qu'il y a les enfants, etc. La question de est-ce que les enfants peuvent être heureux quand les parents eux-mêmes ne le sont pas, c'est aussi un sujet abordé dans cet ouvrage. Bref, pour résumer, lecture en demi-teinte. Rapidement, je vous parle de Monsieur Chocolat, le premier clown noir. Donc cet album enfant a été rédigé, écrit, dessiné, illustré par Bénédicte Rivière et Bruno Pilorget aux éditions Rue du Monde. C'est un album pour enfants, donc il n'y a pas grand chose à en dire dans le sens où par rapport à la thématique abordée, à savoir l'histoire réelle de Monsieur Chocolat, vous avez peut-être entendu parler du film qui est sorti cette année, c'est beaucoup trop simplifié et je sais pas à quoi je m'attendais, je pense que pour le coup c'est moi qui ai foiré mon choix de lecture, hein. Soyons clairs, j'avais envie d'en apprendre plus sur Monsieur Chocolat et j'aurais dû me diriger sans doute sur un récit biographique plutôt que sur un album enfant. On essaie en fait d'aller au-delà de simplement se dire c'est chouette qu'un noir ait réussi à être le premier clown noir en France, de se poser les questions qu'il y a derrière justement, encore une fois comme tout à l'heure pour Sam, sur la relation que les hommes peuvent entretenir entre eux. Moi je découvre avec effarement certaines pratiques qu'il y a pu avoir à une certaine époque, comme par exemple effectivement d'exposer des hommes noirs comme on expose aujourd'hui des animaux, ce qui me choque tout autant, hein, soyons clairs, je ne supporte pas les cirques, les zoos et compagnie. Donc je sais pas, je pense vraiment, j'insiste là-dessus, je pense que j'ai foiré ma lecture parce que j'aurais jamais dû emprunter quelque chose d'aussi simple,
qui a quand même l'avantage de faire découvrir cette histoire aux enfants. Donc de ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose. Et ce qui est bien, vous le savez, j'aime quand même finir sur des notes positives, même quand j'ai pas forcément accroché, c'est que à la fin, alors je vous montre juste quelques pages pour que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans ce roman. Dans cet album, on a des pages qui sont colorées ainsi. Et j'ai rien à dire hein, au niveau du dessin, des textes, etc. C'est assez joli, ça fait assez peinture, on va dire. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin, c'est une horreur. Et à la fin, ce que j'ai aimé, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est que nous avons quand même une partie, effectivement, biographie historique, avec quelques questions qui sont soulevées. Mais pour le coup, je ne sais pas à quel âge s'adresse cet album, parce que autant la première partie est assez simple, autant cette seconde partie est assez complexe, même si elle ne va pas au bout en fait de l'analyse. Elle évoque quelques pistes de réflexion et donne quelques informations donc, sur la vie réelle de ce clown, avec des images historiques et des photographies, des illustrations. Là vous avez la Tour Eiffel par exemple, pas terminée. Donc ça m'a bien plu, mais je pense que du coup c'est ça que je cherchais. Donc j'ai aimé les dernières pages, mais j'ai pas aimé l'histoire telle qu'elle est racontée, quoi. Je vais fouiller encore ce sujet, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur cette question. Parlons maintenant de Chien de Samuel Bencredit, qui a été une drôle de découverte et une drôle de surprise également. Dans ce bouquin, on suit les aventures d'un homme très passif, totalement indifférent à ce qui se passe dans sa vie. Je le qualifierais personnellement de paillasson. Voilà, c'est un homme paillasson qui fuit les disputes, qui fuit les engagements, qui semble ne pas se rendre compte à quel point les gens autour de lui, en particulier sa femme, son fils, son patron, ses fournisseurs, on va dire ça comme ça, se foutent littéralement de sa gueule et ça semble lui couler dessus comme étant tout à fait normal. Donc de premier abord, ce personnage m'horripile à un point extraordinaire et j'ai juste envie de le secouer. Donc c'est plutôt bien parti parce que dès les premières pages, le ton est donné et comme je vous l'ai dit déjà, je pense plusieurs fois, j'aime quand un roman me procure des émotions fortes, même si elles sont désagréables. Et là en l'occurrence, c'était particulièrement désagréable parce que mais tête à claque quoi. Hein, grosse tête à claque. On retrouve tout autour de lui une galerie de personnages stéréotypes, type la femme acariâtre, le vendeur qui profite de lui, son banquier qui se joue de sa situation financière, un employeur qui est absolument sournois, dans un contexte où en fait cet homme se fait virer de chez lui parce que sa femme lui déclare qu'elle est devenue allergique à son contact et qu'il doit donc quitter le domicile conjugal. Ce brave homme ne se pose pas de questions, il est très triste pour sa femme, il s'en va donc, il passe devant une animalerie, achète un chien, le chien se fait écraser dès la sortie du magasin. Ça c'est le début de l'histoire. À partir de là, on tombe clairement dans le roman absurde, puisque petit à petit, cet homme va lui-même devenir un chien. Tout d'abord au sens métaphorique du terme, et puis petit à petit, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus au risque de vous, non pas forcément de vous spoiler parce que c'est assez... vous allez rapidement comprendre où l'auteur veut en venir en termes de cycle de vie, on va dire, un petit peu dans les tu viens de la poussière, tu redeviendras poussière, je ne connais pas la phrase exacte mais vous me corrigerez. On est vraiment là-dedans en fait et c'est de plus en plus, on sombre dans l'absurde, on décroche complètement en se disant mais attends mais où tu m'emmènes là? Et c'est finalement très satirique. Il faut avoir une lecture second degré, hein. Très clairement si vous collez au texte, vous allez passer à côté et vous allez vous ennuyer et je pense que vous allez l'arrêter avant même la fin, clairement. En fait le ridicule de certaines situations fait penser au théâtre de boulevard. L'idée c'est qu'à être traité comme un chien, on peut finir par devenir un chien et même si l'image est un petit peu malheureuse, c'est un peu se dire que dans chaque homme il y a un chien mais que dans chaque chien il y a un homme et le rebondissement final est assez étrange et c'est un joli clin d'œil à la condition humaine. Donc voilà, si l'absurde ça vous parle, tentez-le. J'ai ensuite lu un roman de Arto Passilina qui s'appelle Prisonnier du paradis. Je ne connaissais pas cet auteur, même si j'ai cru comprendre depuis qu'un de ses romans notamment avait été adapté au cinéma, Le Lapin de Van Hooven, si je ne me trompe pas.
Très belle écriture. J'ai passé un bon moment en termes d'écriture. Après, je crois qu'il faut que j'arrête avec les romans qui se passent dans des îles parce que je ne supporte pas toutes les scènes en rapport avec la chasse, la pêche, la torture des animaux pour s'occuper parce qu'il faut passer le temps. Ça me gonfle prodigieusement et j'aimerais que quelqu'un écrive un livre sur une île déserte où il décide malgré tout de croire en ses convictions et de se nourrir de végétaux et de vivre en cohabitation totale et en harmonie avec les autres animaux. C'est totalement utopique, j'imagine, il y a une notion de survie peut-être, mais là on est quand même dans une île où, vu ce qu'ils écrivent, il y a moyen de faire différemment. Je m'égare, excusez-moi, je m'égare. Nous sommes face à un petit groupe de personnes qui se retrouvent bloquées sur une île. Il y a une vingtaine d'hommes, une vingtaine de femmes, et ce qui est très drôle, c'est le clivage qui est mis en place dès le départ, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui viennent des pays du Nord, de Suède, de Finlande, etc., qui atterrissent dans une île extrêmement ensoleillée. Il y a d'un côté des hommes qui sont pour la plupart bûcherons, et de l'autre côté des femmes qui sont pour la plupart des infirmières. Voilà. En termes de... comment dire, de stéréotypes, pas de stéréotypes, mais de clivage, de fossé entre, entre deux modes de vie, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, donc déjà ça commence bien. Parlons tout de suite de ce qui m'a agacé, ce que j'appellerais d'une écriture sexiste ordinaire, où les hommes sont décrits au travers de leurs compétences et la femme au travers de ses attributs féminins, à tel point que certains personnages ne sont même pas décrits par leur prénom, mais simplement par leur couleur de cheveux ou par la taille de leur sein, et ça c'est pas ma tasse de thé. Ce qui me plaît dans ce type de roman malgré tout, et c'est pour ça que je continue à en lire, c'est le côté étude sociologique du comportement humain du groupe quand il est comme ça réduit à son plus simple appareil. Tout ce qui est société de consommation n'existe plus, tout ce qui est administration n'existe plus, il faut donc s'organiser, malgré tout reposer un contexte, poser des règles, proposer peut-être une sorte de gouvernement on va dire, et tout ça, ça m'intéresse beaucoup, comme la recherche de la nourriture, la recherche d'un toit sur sa tête. On en revient vraiment aux fondamentaux, à l'essentiel de la vie, et je trouve ça toujours enrichissant et pertinent à découvrir, et je prends toujours beaucoup de plaisir à voir comment tel ou tel auteur peut aborder ce sujet. Un autre petit point que je n'ai pas beaucoup apprécié, mais là c'est aussi en termes de choix d'écriture, c'est la façon dont l'auteur apostrophe le lecteur. Vous savez, avec la fameuse phrase « toi lecteur, vous qui me lisez », etc. C'est le genre de procédé littéraire dont je ne suis pas fan. Donc ça me coupe un petit peu parce que moi je suis dans l'île avec eux et d'un seul coup, hop, on me rappelle que je ne suis que lecteur et ça m'agace. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent dans ce lundi que lisez-vous. Le bouquin termine assez bien puisqu'il s'ouvre sur la question de rester ou non sur cette île et plus globalement encore sur, on va dire, un mode de société, sur un fonctionnement, notion de socialisme, notion de communisme. Vous finissez donc sur une réflexion totalement ouverte. Vous pouvez continuer au-delà du livre quand vous avez refermé celui-ci et ça j'aime bien quand on nous amène à réfléchir. C'est tout pour mes lectures terminées. Vous avez pu vous rendre compte que c'était peut-être plus varié que d'habitude. Ça c'est parce que je participe à un challenge que j'adore, qui a lieu tous les ans à cette période de l'année, qui s'appelle Si j'étais un livre, qui vous permet justement de varier vos lectures. Si j'étais un roman, si j'étais une BD, si j'étais un personnage principal féminin, si j'étais un couple de jeunes adolescents, si j'étais une couverture bleue, si j'étais un dessin, etc. etc. J'adore ce challenge, il est sur Livre Addict. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et du coup, tous les ans, c'est l'occasion pour moi de varier mes lectures et de m'intéresser à d'autres genres. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu différent de ce que je vous présente. Pour ce qui est de ma lecture actuelle, elle est sincèrement quasi terminée. Je vais d'ailleurs aller la finir tout de suite quand j'aurai terminé cette vidéo, puisqu'il doit me rester peut-être une cinquantaine de pages. Il s'agit de Room de Emma Donoghue. Je pense que vous l'avez vu beaucoup passer sur les différentes chaînes Booktube et vous avez peut-être vu ce film assez exceptionnel qui est sorti cette année et qui vaut son pesant de cacahuètes pour reprendre une expression bien pourrie, et c'est grâce au film que j'ai eu envie de le lire. Ça tombe bien que je vous le présente comme lecture en cours et non pas que je vous en donne plus de détails parce que sincèrement je ne sais pas comment parler de ce livre sans spoiler. Voilà, si vous avez réussi, moi je suis preneuse en commentaire de vos chroniques ou de vidéos parce que c'est vraiment un livre casse-gueule où si vous donnez l'information de trop,
vous pouvez foirer la lecture de quelqu'un, à mon sens. Hein. C'est comme si on me spoilait sur les Harry Potter alors que je les connais toujours pas, en tout cas je ne connais pas la fin. C'est un peu du même genre, enfin du même genre par rapport au spoil, hein, pas par rapport à l'histoire, ça n'a rien à voir. Ce qui est extra avec ce livre, et c'est pour ça que souvent on dit l'adaptation ciné, elle est moins bien que le livre, machin, machin. Si je n'avais pas vu le film, et donc si je n'avais pas connu le dénouement, je n'aurais jamais terminé ce livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'aime pas du tout la façon dont la première partie est rédigée. Pour le petit synopsis, on suit l'histoire de Jack et de sa maman qui sont dans une pièce et qui vivent dans cette pièce. Voilà. Au départ, on n'en sait pas plus, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas où ils sont. Tout ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont confinés et que pour une raison ou pour une autre, ils ne peuvent pas sortir et qu'ils apprennent à vivre ensemble dans ce milieu restreint en faisant appel à beaucoup d'imagination, de créativité pour que les journées passent plus vite. Le début de l'histoire est raconté du point de vue de Jack, du petit garçon qui a 5 ans. Et pour mieux retranscrire la façon dont il perçoit le monde, l'auteur a décidé volontairement de personnifier des objets, en les appelant monsieur, madame, etc. De faire des fautes en termes de grammaire et de syntaxe exactement comme le ferait un petit enfant. Ce qui du coup est plutôt bien amené. Mais moi, ça m'a bloqué complètement. Je n'ai continué ce livre que parce que je voulais connaître les différences entre l'adaptation ciné et le roman. Et une fois que j'ai eu passé ce premier cap, qui dure quand même quasiment la moitié du bouquin, j'ai retrouvé les émotions que j'avais ressenties dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un passage clé qui m'avait broyé le cœur dans le film, où j'avais pleuré, pas toutes les larmes de mon corps, mais presque, et j'ai ressenti le même type d'émotion dans le livre, donc c'était très fort. Je pensais pas que ce serait le cas parce que généralement quand vous connaissez le dénouement, il n'y a plus ce côté surprise. Mais là c'est tellement fort en termes d'émotion que malgré tout c'est revenu et j'ai trouvé ça génial. Donc rien que pour ça je suis contente d'avoir continué ma lecture. Ce qui ne serait pas arrivé si je n'avais pas connu la fin de l'histoire en fait. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais voilà, ceux qui ont vu ou lu le livre, je pense comprendront de quoi je parle. C'est toujours pareil, je ne peux pas en dire plus, mais ce que j'ai apprécié en plus par rapport au film, c'est qu'il apporte un petit peu comme mon paradis juste avant, une ouverture vers la fin sur des sujets un petit peu plus d'actualité, un petit peu plus globaux, que je ne peux pas évoquer dans cette vidéo, sinon vous allez savoir tout ce qui se passe dans l'histoire, mais qui permettent vraiment de se poser des questions et d'oulargir, ouvrir plus élargir égale d'oulargir, qui permet d'ouvrir son sens de l'analyse et de la critique, donc bon point. Cette vidéo doit durer une éternité, je vais donc m'arrêter là. J'espère que vous avez dégusté votre thé et les petits gâteaux et je vous dis à très bientôt. Ciao!